Très bien, merci. Bonjour, c'est chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Très content et très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de ce grand rendez-vous habituel du lundi au vendredi à partir des 11h30. J'ai dit Bossolo, la politique. Le programme a une audience très populaire. Alors, on revient avec un léger retard. La route, je regrette la francophonie. Francophonie ezalaki awa tozaki na embouteillage na kati ya ville te. On avait félicité prouesse otomonaki surtout avec la garde républicaine. Mais malheureusement, francophonie ekei, garde républicaine bazongi na caserne et nanzela policiers bazali quasiment inexistante. Donc on ne voit absolument rien quand vous marchez. C'est la folie. C'est la folie. Toutes les routes sont bloquées. Les commandants de la ville, le nouveau Blaise Kilimbalimba, l'interdiction et abaroulage bakangami tukate, c'est une bonne décision, mais néanmoins, il faut mettre aussi des mécanismes pour régler la circulation. Sinon, mboge ozalation na moi problème. Il faut pas toujours que sa francophonie pour tout tambola malam. Il faut pas paya sikabaya pour tout tambola malam. Il faut pas qu'on regrette. Donc, vous êtes appelés à prendre toutes les dispositions pour faciliter la circulation parce que les usagers vont souffrir nango. Nous allons recevoir monsieur Nestor Nongo, il est diplomate espagnol, affecté dans 4 ambassades d'Espagne en Afrique occidentale, basé à Dakar. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes avant de recevoir Benoît Yolama Ifumutoto qui revient comme promis pour le débat de cet après-midi. Voici les informations du jour, messieurs et dames, avant de démarrer avec notre invité du jour. Congo central, Jules Alinguet et Guy Mbadou évaluent la mission d'encadrement des opérations financières de l'IGF. Plus de 600 000 enfants attendus à la vaccination contre la poliomyélite au Lualaba, au Katanga, un fils de Kyungu Akumanza, nommé ministre de l'Intérieur. Sommet de Bethlehem, Félix Tshisekedi démontre que la RDC revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Des parlementaires allemands chez Denis Kadima pour s'enquérir du déroulement du processus électoral. Des parlementaires allemands. Ça, c'est ce que nous avons toujours parlé, l'ingérence dans des affaires qui ne vous concernent pas. Quand est-ce que les parlementaires congolais pourront se rendre un jour en Allemagne pour s'enquérir du processus électoral allemand? Ça se fera quand? Ça se fera quand? Ou des experts brazzavillois, des experts centrafricains ou sud-africains vont se déplacer pour aller aux États-Unis, à Paris, en Allemagne, en Espagne, pour se rendre compte de la situation. Comment vous organisez vos élections, les processus? C'est inadmissible. Nous sommes un grand pays, nous devons nous assumer à un certain moment. Pour terminer, au Katanga, un accident de circulation fait 4 morts à Likasi. Reprise du procès François Béa, ses co-accusés introduisent des nouvelles demandes de liberté provisoire. Monsieur Nestor Nongo, je rappelle que vous êtes diplomate espagnol, affecté dans 4 ambassades d'Espagne à l'Afrique occidentale, basée à Dakar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher frère Nsango, et je salue les téléspectateurs. Effectivement, je suis diplomate espagnol, mais il faut ajouter, je suis d'origine congolaise. Ouais. Donc, je suis né au Sankourou, dans le territoire de Lomela et dans la chefferie de Djonga, il y a 55 ans. Ouais. Et j'ai fait mon parcours dans les petits séminaires au diocèse de Kolé. J'ai fait les grands séminaires en Bujimaï avant d'aller en Europe où depuis 34 ans j'ai vu en Espagne et je suis haut fonctionnaire de l'État espagnol. Et actuellement je suis affecté et basé à Dakar, mais je suis affecté dans plusieurs pays de la région, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et aussi la Mauritanie. Donc, je suis basé évidemment à Dakar. Donc très content d'être ici dans notre pays. Pour la toute première fois, hein? Oui, pour la toute première fois de participer à Bossolo comme émission. Oh oui, c'est ça. Un programme que vous suivez en distance. Effectivement. Alors, je suis très content. Non, il est très important que dans un pays comme le Congo, il y ait une diversification de médias et c'est très important dans tout pays qu'il y ait plusieurs acteurs dans le secteur de médias. Vraiment, je vous félicite.
Très bien. Alors, je vous ai appelé justement pour avoir de la lumière sur un bon nombre de questions que le Congolais s'interroge par rapport à certaines questions d'actualité. Donc, vous voulez qu'il vous plaise de pouvoir nous donner quelques lumières de réponses par rapport à toutes ces questions. Je ne vous prendrai pas assez du temps parce que vous êtes en train de partir. Oui. Alors, on va rester à l'essentiel. Oui. Il y a, je pense, une année déjà que cette proposition de loi a commencé à déranger la classe politique congolaise. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Je parle de la question de la congolité ou parlons une expression congolaise purement, la loi des pères et des mères. C'est ce qui a été toujours dit. Oui. Alors, vous vivez en Espagne, vous vivez dans d'autres coins du monde, mais vous connaissez pas mal la réalité, surtout d'Espagne, prenons le cas là où vous œuvrez. Par exemple, par rapport à la congolité, ça c'est purement congolaise, mais parlons de l'Espagne. Comment l'Espagne a prévu, ou le Parlement espagnol a prévu des dispositions pour régler cette question des postes, par exemple ministériels, pour devenir un ministre ou président de la République. Le Parlement espagnol a réservé ces postes uniquement pour des Espagnols d'origine des pères et des mères, où il a ouvert la possibilité, il a laissé la possibilité à toute personne, que ça soit d'origine ou semi-d'origine, de pouvoir postuler. Que dit la loi, la loi espagnole? Donc, en tout cas, je dois d'abord commencer à dire que les lois, toute loi a à voir avec la réalité du territoire. Je m'explique. Chaque pays met en œuvre les lois en tenant compte de la réalité locale, même s'il y a un droit comparé entre les différents pays. Mais chaque nation a ses réalités, chaque nation a ses moments historiques. Peut-être c'est que nous vivons en Espagne au moment actuel avec notre constitution de 1978 n'a rien à voir par exemple avec ce qui se passe actuellement au Congo. Et nous en Espagne, notre constitution a été rédigée juste après la dictature de Franco. Franco est décédé en 1975 et puis en donc 3 ans après, nous avons une constitution qui continue en vigueur jusqu'à présent. Et cette constitution de 1978 donc, elle a tenu compte de la réalité espagnole du moment. Et au moment actuel, on voit que ce n'est pas nécessaire de changer. Mais peut-être dans le futur, on peut arriver à changer. J'ai dit cela pour vous dire que, effectivement, cette question qui se pose actuellement au Congo doit être en relation avec la réalité locale. C'est-à-dire peut-être certaines questions que la congolité est en train de se poser maintenant. En Espagne, on avait résolu cette question il y a 5 ans, 5 siècles. Il y a eu un moment où ce problème avait... Effectivement. Nous, par exemple, en Espagne, on n'a pas le problème de double nationalité. Moi, je suis né congolais. Et je suis espagnol d'adoption, et moi je peux devenir président, donc chez nous le président, le premier ministre, moi je peux devenir premier ministre en Espagne. En Espagne, pour devenir président de la République. Oui, effectivement. Il faut être espagnol, âgé de 18 ans, tout court. Alors ça, ce sont les partis politiques qui vont voir qui peut devenir le président du gouvernement. Donc, je reviens. La réalité sur quel poste et qui doit occuper tel poste ou autre, ça dépend de la réalité de chaque pays. Et probablement, cette question qui se pose les actuellement... problèmes environnementaux, effectivement. Il faudra contextualiser... C'est ça. Tenir compte des réalités. Vous avez dit une chose que j'ai aimé quand vous avez dit quand est-ce qu'on va voir les parlementaires congolais aller en Allemagne. C'est un problème, vraiment, c'est une question que je voudrais qu'un jour on puisse réfléchir sur ça. Effectivement, si les Allemands viennent, je crois parce que nous les appelons. Si on ne les appelle pas, peut-être ils ne viendront pas. Et surtout parce que nous vivons toujours en regardant ce qui se passe en Occident. On veut copier ce qui se passe en Occident. Et c'est ça ce qui fait que réellement les Occidentaux aussi répondent à parce que c'est un problème de mentalité. Si dans tout ce que nous faisons appel aux Européens, pensant qu'en Europe c'est le manna sur le ciel, donc on va continuer comme ça. Et nous allons toujours, eux vont voir qu'ils doivent aussi intervenir dans nos affaires internes. Donc, pour résumer ce que je veux dire. Pourquoi cette ouverture d'esprit de la part d'Espagnols? Non, ça dit quoi? Moi, je crois... Il y a une certaine liberté constatée. Oui. Où on donne la facilité à tout le monde de devenir ministre ou président de la République. Non, parce que l'Espagne, c'est un pays qui n'est pas très connu au Congo. Les Congolais ne connaissent pas l'Espagne, en général. Il y a une très
une minorité de colonies aux diasporas congolaises en Espagne. Il n'y en a pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière linguistique. Aller en Espagne, c'est plus difficile qu'aller en France ou en Belgique parce qu'on parle le français. En Espagne, il faut parler l'espagnol. Donc, ce qui fait qu'on connaît moins l'Espagne. Et moi, comme haut fonctionnaire de l'État espagnol, j'ai défendu l'intérêt d'Espagne. Je voudrais que les Congolais puissent aussi connaître l'Espagne. Au-delà du football, du Real Madrid, de Barça, il y a aussi des grandes équipes, il y a aussi des grands scientifiques, des grandes universités. Et l'Espagne, c'est le premier pays touristique du monde. Le premier pays. Et en plus, le siège de l'organisme international du tourisme se trouve à Madrid. Parce que c'est l'Espagne le pays du tourisme. Dit cela, ce que je veux dire, c'est-à-dire quoi? L'Espagne a une certaine ouverture due à son passé. L'Espagne, c'est un pays, des grands empires, au 14e, 15e, 16e siècle. Et c'est l'Espagne qui a, entre guillemets, découvert, si on peut le dire, l'Amérique. Et l'Espagne a colonisé, entre guillemets, presque tous les pays de l'Amérique latine. Même l'Amérique du Nord a été colonisée par les Espagnols. Los Angeles et tout ça sont les noms espagnols. Sont les Espagnols qui ont vendu les États-Unis aux Anglais. L'Espagne a colonisé toute l'Amérique du Sud, sauf le Brésil. Le reste, si vous partez de Mexique jusqu'au Chili, on parle en espagnol. Et cela fait que l'Espagne, la façon dont l'Espagne s'est installée dans les pays américains, ce n'est pas la même chose que d'autres pays l'ont fait en Afrique. Les Espagnols se sont mélangés. Vous partez aujourd'hui au Cuba, vous partez aujourd'hui en Argentine, vous allez trouver beaucoup d'Espagnols. Et la plupart ont double nationalité. Ils vivent en Amérique latine, mais ils sont des Espagnols. Cela dit que entre l'Espagne et ces pays, il y a une politique de double nationalité. Les Espagnols ne sont pas seulement allés chercher la richesse en Amérique latine, sinon qu'ils se sont installés. Chose que d'autres colonisateurs n'ont pas fait. Ils sont venus juste prendre la richesse et s'en aller. C'est ça la grande différence. Le plus grand pays touristique, je suis d'accord avec vous, mais pour y arriver, il y a tout un processus aussi. Il y a la procédure à suivre, parce qu'il se pose aussi un problème. Il faudra avoir le passeport, il faut avoir les visas. Effectivement, effectivement. Et ça dit quoi? Est-ce que l'Espagne octroie des visas facilement aujourd'hui? Si à des Congolais. Oui, si quelqu'un réunit les conditions pour avoir un visa, c'est normal, il n'y a aucun problème. Donc il y a une procédure, il faut remplir certaines conditions qui sont établies et qui sont publiées dans les sites web de toutes les ambassades d'Espagne dans le monde. Donc en fait, l'Espagne c'est un pays accueillant. Mais pour nous, les pays africains, généralement, on est tourné vers la France, vers la Belgique et d'autres pays, plus que vers l'Espagne. Et c'est pourquoi moi je dis que il faut que les gens sachent et qu'ils sachent qu'il y a un pays qui s'appelle l'Espagne et c'est la troisième économie de l'Union européenne, la troisième économie, un des grands pays de l'Union européenne. Et un pays très ouvert, parce que moi je suis congolais d'origine, je suis haut fonctionnaire de l'État espagnol depuis 20 ans, j'ai sillonné dans tous les ministères. Et je n'ai jamais trouvé une opposition du fait que moi je suis noir ou si je patati patati. J'ai occupé de très grandes responsabilités à la présidence du pays. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de xénophobie. Pour moi, au moins, je n'ai pas trouvé ça. Il faut savoir que dans tout le monde, les gens toujours protègent ce qui est soi. Mais en Espagne, au moins, moi je suis marié avec une femme blanche et le premier jour que je suis arrivé, quand on était des fiancés, je suis arrivé chez mes beaux-parents. La première chose que mon beau-père m'avait dit, c'était Nestor, bienvenue chez toi. Moi, j'ai dans ma famille des gens qui se sont mariés avec des Noirs et ils sont en Amérique latine. Donc, bienvenue chez toi. Jusqu'à présent, j'ai 3 enfants et je me suis marié avec elle. Elle est venue même avec moi ici à Kinshasa et elle est aussi bien reçue par les Congolais. Et donc, c'est un pays ouvert et nous aussi, nous sommes un pays ouvert. La RDC est un pays accueillant, aussi un pays hospitalier. Effectivement. Et je ne cesse de dire aux gens que la RDC, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Et moi, je pense que nous devons prendre conscience du fait que la RDC, c'est un grand pays et un pays d'opportunités. Et mon message, quand je parle avec les jeunes, parce que moi, je me dirige souvent aux jeunes. Je donne cours à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec les étudiants à Dakar, je leur dis, et ils me disent, non, mais prof, ça c'est le problème sénégalais. Et ça c'est le Sénégal. Et moi je leur dis toujours, mes chers frères, le Sénégal n'existe pas. Alors ils me disent, oh, comment le Sénégal n'existe pas? Le Sénégal n'existe pas. La même chose j'ai dit aux jeunes Congolais, le Congo n'existe pas. Alors ils restent comme ça, silencieux. J'ai dit oui, parce que si vous sortez dans la rue, vous n'allez pas voir le Sénégal en train de se promener.
La même chose si nous sortons ici dans la rue, on va pas voir le Congo en train de se promener. Nous allons voir des Congolais individuellement. Et si je suis à Dakar, je vois les Dakarois individuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation du pays? Chacun, individuellement, dans son coin, doit être meilleur. C'est ce que moi j'appelle la théorie de l'excellence. Que nous soyons excellents dans ce que nous faisons. Vous, dans votre travail comme journaliste, nos camarades qui sont les camarades qui sont là-bas, la même chose. Et les politiciens, le chauffeur de bus, chacun dans son coin, le commerçant, la maman qui nettoie dans la maison, le cuisinier. Si chacun de nous fait bien son travail, ça s'appelle l'excellence. Vous verrez que le Congo, donc un Congolais, chacun dans son coin, il fait bien son travail. À la fin, nous allons voir que le Congo va bien. Mais si nous croyons que le Congo, c'est une personne qui se promène, alors il faut attendre tout du Congo, on va rien faire. Chacun doit jouer son rôle convenablement. Non seulement convenablement, parce qu'ici, il y a beaucoup de médiocres. Moi, je dis toujours, moi, j'ai peur des médiocres. Hein? J'aime beaucoup, parfois, je préfère discuter, être avec une mauvaise personne qu'être avec un médiocre. Une mauvaise personne, il peut changer. Un médiocre, c'est difficile. Parce qu'il croit qu'il fait bien ce qu'il fait, mais il ne sait pas. Mais une mauvaise personne, il peut prendre conscience et changer. Il peut être ignorant et puis l'apprendre après. Mais les médiocres, c'est-à-dire les gens qui disent patati patata, nous sommes bons, et puis le dimanche, ils sont prétentieux. Oui, le dimanche, tout le monde est en train de prier les yeux en haut, en l'air et tout ça. Et du coup, le lundi, il entre au travail, c'est le premier à faire des bêtises. Donc c'est ça. Résumant, moi je dis toujours aux jeunes de suivre, de chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est ça ce qui nous amène vraiment à la réussite. Moi, Nestor, je suis né d'un petit village qui s'appelle Bayaya, au Sankuru, à Djonga, et j'ai parti à l'école à pied, au petit séminaire qui était à Loto, à plus de 300 km de mon village. Je suis parti à pied. Et petit à petit, au séminaire, on nous a appris l'excellence. Et c'est ça que moi j'inculque à mes enfants. D'être excellent. Il faut pas se contenter. Si tu pars en classe, tu peux arriver à 10, à 9. 10 sur 10, 9 sur 10. Il faut pas te contenter avec 5. Les médiocres se contentent avec 5. Donc j'arrive dans les 5, je suis bien. Ça, c'était médiocre. Il faut toujours travailler, aller un peu plus. Et c'est ce qui m'a amené d'un petit village qui s'appelle Bayaya à côtoyer les rois, à côtoyer les reines et à organiser des grandes assemblées en Espagne, en Europe. J'ai été représentant de l'Espagne à l'Union européenne plusieurs années et je suis actuellement le représentant d'Espagne en Afrique occidentale. Très bien. Mais ça c'est l'excellence que nous devons chercher tous. Ça s'appelle le processus de la grandeur, comme je le disais l'autre fois, mais c'est aussi un parcours de grands. Les parcours de grands, parce que l'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut se battre, il faut respecter les principes pour obtenir le résultat meilleur. Mais il faut tout faire pour être dans le bon. Ça, c'est sûr. Il faut pas tâtonner. Soit vous faites quelque chose dans le bon, soit vous ne le faites pas. Et alors, si vous le faites, il faut mettre tout ce qu'il faut comme énergie pour exceller dans ce que vous êtes en train de faire. Totalement d'accord. Parce que vous avez fait allusion à l'église à un moment donné. Faisons une petite étude comparative. Oui. Hein. Le rôle de l'église dans la politique d'un pays. Ce qui se passe, par exemple, à l'Espagne. Parce qu'au Congo, nous voyons à chaque fois, je parle de l'église catholique, aussi les églises de réveil aujourd'hui, avec les confessions religieuses, aujourd'hui, Kadima la tête, la CENI. Quel est le rôle de l'église, par exemple, dans le processus électoral en Espagne? L'église intervient-elle pour apporter quelque chose, pour défendre dans la politique du pays? En fait, comme je l'ai dit tantôt là, chaque pays a ses réalités. Et peut-être l'église espagnole intervenait dans la vie politique de l'Espagne il y a un certain temps. Mais actuellement, l'église catholique, c'est un des acteurs de la politique espagnole, de la réalité espagnole. La politique active. Pas la politique. C'est-à-dire, c'est un acteur, la même chose que sont les syndicats. Et nous avons les syndicats, nous avons comment on appelle ça, l'association des entrepreneurs, il y a beaucoup d'organisations. Et l'église catholique en Espagne, 70% de la population espagnole est catholique. Donc, l'église catholique a une très grande force au pays. Et nous avons une très grande force et une forte conférence épiscopale. Donc, mais dans la réalité politique, et en Espagne, il y a une chose différente de ce qui se passe ici, parce que nous sommes dans une réalité totalement différente. En Espagne, l'église est prête. Elle est actrice dans la vie politique, dans la vie sociale. Je dirais pas politique. Parce qu'en Espagne, la vie politique est réservée aux partis politiques, aux acteurs politiques. Et nous sommes dans un royaume où le roi règne, mais il ne gouverne pas.
C'est le Premier ministre qui gouverne. Nous l'appelons président du gouvernement. Alors, il y a beaucoup d'institutions qui s'occupent de, disons, check and balance, c'est-à-dire d'équilibrer les forces au niveau de la politique espagnole. Nous avons le Parlement, mais on a aussi nous avons le Sénat, on a le pouvoir judiciaire, mais après tout ça, au-dessus de tout, nous avons le roi. C'est le roi qui, en quelque sorte, arbitre la vie du pays. Mais il n'intervient qu'en dernière minute. On ne fait pas recours au roi chaque fois, parce que les partis politiques ont des mécanismes pour pouvoir régler les problèmes. Alors, l'Église catholique, revenant sur votre question, l'Église catholique, c'est un acteur social, mais ils n'entrent pas dans la politique. Ils peuvent, dans leur culte, ils peuvent dire aux chrétiens qui voter, qui n'est pas voté. Mais ça, c'est leur problème interne. Mais le système espagnol, nous sommes dans un pays qui n'est pas confessionnel, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un pays qui est dirigé par une religion ou autre, mais donc la conférence épiscopale, c'est un acteur social, tout court. À 5 mois du scrutin de 2023, oui. Quel est votre regard par rapport au processus électoral en République démocratique du Congo? En fait, il est toujours bon de dire au peuple, consulter le peuple sur la gestion politique. Ça, c'est très simple. Ça, c'est dans tout le monde. C'est-à-dire, après un mandat, il faut toujours aller demander à la population qu'est-ce que la population pense et si celui qui est au pouvoir doit continuer ou pas. Ça, c'est très démocratique. Et donc, moi, en distance, je vois ce qui se passe, mais je ne maîtrise pas du tout la réalité politique locale. Mais moi, j'ai toujours considéré très important qu'on puisse consulter le peuple en tenant compte de la réalité. Je vous dis que le système démocratique n'est pas le même partout. Et le système électoral n'est pas le même partout. Donc, chaque pays, tenant compte de sa réalité, doit organiser les élections, en tenant compte aussi de sa situation géopolitique, pour pouvoir choisir un ou autre gouvernement. Il y a pas mal de Congolais aujourd'hui qui sont aussi en Espagne. Oui. Alors, quelle est la politique étrangère que l'Espagne a vis-à-vis des pays africains, à l'occurrence la République démocratique du Congo? En fait, l'Espagne, effectivement, l'Espagne c'est un pays ouvert. Et à l'Afrique, nous avons ce qu'on appelle Plan Africa. C'est-à-dire chaque 5 ans, nous avons un plan sur l'Afrique. Et nous avons dans ce plan, et on parle aussi du Congo, nettement, de toute l'Afrique. Et vous pouvez me comprendre que effectivement, dans notre plan sur l'Afrique, il y a des pays que nous appelons les pays prioritaires. Des pays prioritaires. Dans les pays prioritaires, nous avons nos voisins immédiats, parce que nous avons le Maroc qui est en face de nous, nous avons l'Algérie, nous avons la Mauritanie, qui sont tous autour les îles Canaries. Nous avons le Sénégal et tout ça sont les pays qui sont, disons en quelque sorte, nos voisins immédiats, avec qui nous entretenons plus des relations directes. Mais en même temps, nous avons aussi notre relation avec le Congo. Le Congo, une des ambassades les plus anciennes de l'Espagne en Afrique, c'est l'ambassade à Kinshasa. Cela veut dire que le Congo, quand un pays ouvre une ambassade dans un pays, depuis longtemps, et mettez cette ambassade ouverte, ça veut dire qu'il y a un grand intérêt. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quoi? Que nous aussi, à partir du Congo, dans ces cas, je parle comme originaire de la RDC, ce que nous devons faire, c'est que l'Espagne puisse avoir sur sa table, dans son agenda, la République démocratique du Congo. Parce que dans toute la politique extérieure, moi, je travaille dans le secteur, il faut qu'un pays soit présent dans l'agenda. Et c'est le pays qui doit faire un effort. Ce n'est pas, par exemple, dans ce cas, entre l'Espagne et le Congo, si le Congo a vraiment intérêt que l'Espagne puisse investir, par exemple, au Congo, ce qu'il faut faire, c'est faire un effort pour que le Congo soit dans l'agenda du gouvernement espagnol. Alors, je me pose la question de savoir si réellement le Congo est dans l'agenda d'Espagne. Ça, c'est autre question. Mais, même pas seulement de l'Espagne, mais au niveau mondial. Il faut avoir une politique extérieure très agressive, une politique extérieure très audacieuse pour être présent dans l'agenda. C'est ce qui font beaucoup de pays, même les petits pays. C'est-à-dire avoir un grand ministère des Affaires étrangères, un grand groupe de lobbies qui font que le Congo soit dans l'agenda. Ça, on n'entre pas dans l'agenda parce qu'on est un grand pays. Non. Il faut des gens qui font pour que le Congo soit dans l'agenda. Et c'est simple. Comment on peut le faire? C'est simple. Il faut avoir un groupe de lobbyistes, des gens qui parlent du pays et qui connaissent le pays et qui aiment le pays. Ça, c'est très important. Qui aiment le pays.
Nous, l'Espagne, nous savons que nous sommes un petit, on n'est pas un grand pays comme les États-Unis, ou on n'est pas comme comme la Chine ou la Russie. Mais nous connaissons notre capacité. Nous savons que l'Espagne a 47 millions d'habitants, et l'Espagne, nous connaissons notre capacité d'agir dans le monde. Et nous essayons, nous sommes une puissance intermédiaire. Et nous savons ce que nous devons faire pour pouvoir être dans l'agenda mondial. On est dans le G20, parce qu'on fait un grand travail de lobby. Et on essaie, même avec les moyens qu'on a, d'être partout au monde. Et c'est ça, c'est qu'un grand pays comme le Congo, je suppose, doit faire ou est en train de faire. Essayer d'être dans l'agenda. Tout court. Parce que si vous n'êtes pas dans l'agenda, même si vous êtes très gros, des petits pays peuvent entrer dans l'agenda et vous êtes dehors. Très bien. Alors, on va revenir peut-être pour terminer avec la jeunesse et la francophonie. Et puis, on va vous libérer. Nous allons prendre une petite pause. Bilan sur les médailles remportées par la RDC à la 9e édition de Jeux de la francophonie. Avec cet élément, nous allons prendre une petite pause. On revient pour terminer la dernière partie. Je rappelle que sur ce plateau de Bossolo, la politique, nous avons reçu pour vous M. Nestor Nongo. Il est diplomate espagnol affecté dans 4 ambassades d'Espagne en Afrique occidentale basée à Dakar. C'est juste après cet élément que nous allons continuer. Pour terminer dans 10 minutes, nous allons les libérer. À tout à l'heure. La tradition a certes été respectée à l'issue de la 9e journée de ces Jeux de la francophonie. La RDC n'est pas sortie même réduit et si on qu'il tire, aucune médaille n'a été remportée pour la première fois depuis les débuts de ces Jeux. En sport par contre, 5 nouvelles ont été enregistrées. La plus prestigieuse d'entre elles est celle en argent, remportée par André Mouteb Sand dans l'épreuve de 2 km marche sur route en athlétisme. Il a été dévancé par les Roumains Visilissa Plezo. C'est dans la même épreuve que l'autre Congolais, Alembayo Kazadi, a remporté la médaille de bronze. Et chez les dames, pour la même distance, Gracia Ladissa Munziza a obtenu la médaille de bronze derrière la Roumaine Miaela Popa et la Camerounaise Etakio Hamidou. Les 2 autres médailles congolaises et tout en bronze pour la journée du vendredi ont été obtenues d'une part en judo par Kalala Lusamba dans la catégorie de moins de 90 kilos et chez les hommes après avoir battu un Tchadien puis de l'autre en athlétisme dans l'épreuve des 3000 mètres stupel par Clarisse Asifiwi Nzabava. En culture, la RDC était attendue au concours de la chanson, mais les 3 médailles sont respectivement revenues au Cameroun, au Burkina Faso ainsi qu'à la Côte d'Ivoire. La chanteuse congolaise Nissimbuta se vit dépassée par ses concurrents directs. La chanson est donc avec la sculpture et la photographie les 3 seuls concours culturels sur les 11 où le pays n'a pu être décoré. Il s'est rappelé que depuis le début du CG, la République démocratique du Congo a glané 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. En termes de médailles remportées, le pays de Tshisekedi occupe la 9e place derrière le Maroc 58 médailles, la Roumanie 36 médailles et le Cameroun 33. Mais au classement général, la RDC n'est que 9e avec ses 5 médailles en or, loin derrière le Maroc premier avec 23 médailles en or, la Roumanie 2e, le Cameroun 3e, le Sénégal, la France et le Burkina Faso ex-aequo 5e et 7e. Et même chose avec la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Au total, 30 pays ont déjà remporté au moins une médaille. Allez, monsieur Nestor Nongo, on revient peut-être pour terminer. Oui. La francophonie, vous avez suivi. C'était une belle occasion pour vous. J'espère que vous avez aimé. Parce que vous parlez de la jeunesse, d'une manière générale, quelle lecture vous avez aujourd'hui par rapport à ce 9e jet de la francophonie qui vient de se terminer? Et quels sont les acquis que la RDC doit pérenniser, protéger dans les jours à venir pour sa jeunesse? Je parle de la jeunesse congolaise. Oui, en premier lieu, il faut féliciter ceux qui ont organisé cette rencontre, ces Jeux. Et comme je vous ai dit tantôt, moi j'ai organisé plusieurs choses, plusieurs rencontres, et je sais le travail qu'ils ont dû faire. C'est pas facile, parce que chaque fois qu'on prépare des rencontres comme ça, les gens, si tout arrive en bon terme, personne ne pense à ceux qui ont organisé. Mais si ça ne va pas bien, tout le monde va commencer à crier. L'échec a toujours été orphelin. Effectivement. Donc moi, je félicite d'abord ceux qui ont organisé ces Jeux parce qu'ils ont fait un bon travail.
Et c'est, je connais, c'est que d'autres pays ont dit, et vraiment ils ont félicité le Congo. Donc c'est vraiment félicitations aux organisateurs. Et par rapport à ce que nous devons apprendre de ces jeux, premièrement est l'ouverture, l'ouverture. Pour nos jeunes, il faut leur dire qu'il y a d'autres pays qui existent, il y a d'autres jeunes comme eux. Et comme je disais avant, ils vont toujours travailler pour l'excellence. Les jeux, c'est l'excellence pour voir qui est le mieux. Et c'est ça, c'est que nous devons inculquer à nos jeunes Congolais. Comme je disais, il y a beaucoup de médiocres. Ce que nous devons faire, c'est aller un peu plus. Et chercher l'excellence. Et c'est ça, c'est que l'objectif des jeux, c'est l'excellence. Voir les excellents. Et j'espère que on a quand même appris ça. Et puis, une autre chose très importante est en relation avec ça, la culture. Pour moi, la culture est très importante. Et le Congo doit savoir que un des atouts que nous avons, à part de notre hospitalité, de l'organisation, c'est notre culture, la culture congolaise. Moi, je suis très content quand j'arrive dans une boîte, dans un bar à Abidjan et j'écoute Fally Ipupa. J'arrive à Dakar, j'écoute la même musique. J'arrive à Niamey ou à c'est pas où, à Bamako. Je dis mais le Congo, je sais pas si les Congolais, au moins les responsables et les dirigeants congolais savent qu'ils ont un instrument pour pouvoir vraiment dominer le continent congolais, la musique et la culture congolaise. Je ne sais pas s'il y a un travail qui, je suppose qu'il y a un travail derrière, parce que c'est une façon. Les Américains ont dominé le monde au XXe siècle grâce à Hollywood, avec les cinémas américains. Et les Congolais, avec la musique et la culture congolaise, si réellement on s'organise, on peut faire des choses. Et c'est pourquoi je voulais unir les deux choses. Le travail bien fait pour nos jeunes, dire à nos jeunes que il ne faut pas toujours penser que si on part en Europe, on va avoir c'est pas quoi. On peut être au Congo et faire des choses. Et ça, c'est que nous devons inculquer à nos jeunes. Travail bien fait, non seulement aux jeunes, à tout le monde. Le travail bien fait. Le Congo a tout pour pouvoir être un grand pays. Comme je le disais, nous en Espagne, nous connaissons notre capacité. Nous, l'Espagne, c'est un pays touristique. Et 16% de notre économie, c'est le tourisme. Et nous travaillons pour que les gens puissent venir en Espagne, passer par ça, pour laisser de l'argent. Alors le Congo doit savoir quels sont ses atouts et travailler sur ça. Parce que souvent, si on ne sait pas ce qu'on doit faire, on fait de n'importe quoi, on n'arrive pas. C'est pourquoi je vous parle par exemple de la culture, la musique. Et on peut arriver par exemple à développer toute une industrie musicale où les gens peuvent venir au Congo vraiment pour voir la musique africaine. Développer ça. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, je sais que le message que nous devons transmettre à nos jeunes est le message de chercher l'excellence, de ne pas se laisser tromper avec des gens qui passent par-ci par-là et surtout lutter contre la corruption. S'il y a une chose qui est très mauvaise dans la vie humaine, c'est la corruption. Nous ici, personne ne va manger une viande pourrie. C'est la corruption. Et une personne qui est corrompu, c'est comme cette viande pourrie. Et donc, nous devons faire un effort dans notre vie pour que chacun de nous, comme je vous ai dit tantôt, le Congo n'existe pas comme entité. Vous n'allez pas voir le Congo en train de se promener. Ce sont des Congolais, un à un, individuellement. Alors, ce que nous devons faire, si chaque Congolais, dans son coin, chacun, le papa dans sa maison, avec ce qu'il y a beaucoup de difficultés, on arrive pas à la fin du mois, il y a tout. Mais si chacun dans son coin, il essaie d'être meilleur, de faire le bien pour ce Congo. Moi, quand je suis passé dans la ville de Kinshasa, j'ai vu beaucoup de déchets partout, par-ci, par-là. Alors les gens, non, il y a des saletés. Mais qui a jeté ces papiers-là qui se trouvent là-bas? Cette bouteille-là qui traîne, qui a jeté ça? Le Congo, non, sont des individus qui ont jeté ça. Si chaque individu arrive à comprendre qu'il ne faut pas jeter cette bouteille, je vais amener jusqu'où je peux le jeter, ça sera autre chose. Mais si je termine de boire, je jette, il y aura des déchets partout. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de le contraindre à le faire avec des lois fortes, par exemple? Mais même si vous n'allez pas mettre un policier derrière chaque personne. Impossible. Il faut une prise de conscience. C'est ça. Chacun, dans soi, qu'il soit responsable. Ça, le thème de mentalité. Nous devons faire un effort, tous, chacun dans son coin, pour que notre pays aille de l'avant. Et ça c'est mon message. Et surtout, essayer que tous nous aimons notre pays. Ça, c'est très important. Aimer le pays. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, bah, patati patata, mais il faut aimer le pays. Quand on aime le pays, on met le pays au-dessus de tout. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de vendre le pays
pour intérêt personnel. Et nous devons penser surtout aux nouvelles générations. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Moi, maintenant, j'ai 55 ans, pardon. J'ai 55 ans. Peut-être dans 15 ans, je ne serai plus. Alors, je dois penser à mes enfants. Nous, en Espagne, maintenant, nous sommes en train de travailler un projet d'Espagne 2050. Déjà. Nous sommes en train de faire des autoroutes pour 2050. Déjà. Et peut-être je ne serai pas là. Ce sont mes enfants qui seront, ou mes petits-fils. Alors, comment vous voyez l'avenir de la jeunesse congolaise? Un avenir radieux, sombre? Non. Quand il y avait un saint dans l'église catholique qui s'appelait Saint Augustin. Saint Augustin disait toujours que quand quelqu'un dit qu'il est jeune et se sent jeune, son avenir est toujours heureux. Et moi, je vois la jeunesse en général africaine et la jeunesse congolaise avec un grand avenir. Mais ce que nous devons faire, nous les âgés, c'est aider ces jeunes à avoir un bon futur. Parce que s'ils nous voient, nous, là, en train de gonfler, en train de jeter l'argent, patati patata, sans faire rien pour eux, pour les nouvelles générations, ils n'auront pas d'avenir. Nous devons quand même faire un effort. Et surtout, je ne vais pas terminer sans parler d'un thème très important. Pour nous, les Espagnols, un thème très important, c'est la femme. Le rôle de la femme dans le développement de tout pays et de tout continent. Si les femmes ne sont pas considérées avec tout le respect, avec tout ce qu'elles peuvent apporter dans une société, on va nulle part. Et moi, j'ai toujours dit, un exemple, si les femmes africaines connaissaient leur pouvoir, un jour, si elles décidaient du Caire jusque Johannesburg, les femmes africaines décidaient seulement de croiser les bras. Durant 1 heure, l'économie africaine s'arrête. Parce que c'est le moteur de l'économie. Et nous devons faire tout pour intégrer les femmes dans les structures de la gestion. Reconnaître le rôle de la femme. Nous, en Espagne, nous avons une loi qui oblige la présence des femmes dans toutes les structures. Parce que c'est très important. On ne peut pas négliger une partie de la population. Et moi, je crois qu'en Afrique, nous devons essayer d'intégrer les femmes dans la construction de nos pays. Nous devons intégrer les femmes dans l'économie de notre continent. Quel est l'apport de l'Espagne? Peut-être pour terminer, avant la dernière question, l'apport de l'Espagne vis-à-vis de la RDC par rapport à la question de l'Est. Cette question de l'insécurité qui prévoit l'Est de la République démocratique du Congo, quel est l'apport? On ne sent rien. En fait, et c'est une question, permettez-moi de ne pas entrer là-dessus parce que c'est un thème qui concerne nous. L'Espagne, c'est un acteur actif de l'Organisation mondiale, de l'ONU. Nous sommes présents depuis le début. Nous sommes présents. Et nous participons dans plusieurs missions de l'ONU dans le monde. Et donc, et aussi, nous aidons nos partenaires, dans ce cas le Congo, dans leur lutte contre tous les mouvements qu'ils peuvent avoir dans le pays. Mais permettez-moi de ne pas entrer sur ces thèmes qui est vraiment très délicat, et je sais que dans ce pays c'est un thème très délicat, que je puisse ne pas entrer là. Mais je sais que l'Espagne est très présente. Notre ministère des Affaires étrangères est toujours à côté de ceux qui cherchent une solution pour le Congo. Il n'y a pas un apport militaire. Mais effectivement, l'apport est peut-être sur le plan diplomatique, c'est effectivement. Tout, mais donc il y a plusieurs. On ne sent rien sur il y a plusieurs manières d'intervenir. Et il y a des acteurs. Et nous avons premièrement les acteurs régionaux qui sont là. Premièrement les acteurs nationaux, régionaux, et nous essayons d'appuyer ce qu'on nous demande. Alors, normalement, ce que j'ai toujours dit, et je reviens sur ça, c'est très important d'être dans l'agenda. C'est peut-être on doit se poser la question, est-ce que le Congo est dans l'agenda de l'Espagne? Là, je laisse la question. Mais l'Espagne soutient l'Ukraine face à la Russie. Pardon? L'Ukraine est soutenue par l'Espagne. En fait, pour nous, pour les Espagnols et l'Union européenne en général, parce que c'est une guerre qui se livre à la porte de l'Union européenne. Et il faut comprendre la réaction des pays européens. Parce que c'est dans le mur de l'Union européenne. Et les gens critiquent souvent, oh voilà, les Européens, qu'est-ce qu'ils font, la Russie, tout ça. Mais c'est une guerre, il faut bien comprendre ce qui se passe là, pour comprendre pourquoi l'Europe appuie l'Ukraine. Parce qu'il y a tout un passé. Et je ne sais pas, peut-être nous n'étions pas là. La Deuxième Guerre mondiale. Tout a commencé comme ça. Du jour au lendemain. Alors il faut éviter qu'on puisse aller au-delà de ça.
C'est ça la position de l'Union européenne. Vous avez quelques perspectives d'avenir pour le développement du pays. Vous pensez que le Congo pourra se développer en signant de grands partenariats, par exemple, avec des pays de continents comme asiatiques, la Chine aujourd'hui, parce que j'ai vu la révisitation même du contrat léonais, ou peut-être avec les autres pays européens. Vous pensez que ça peut apporter un développement ou il faut une bonne politique à l'interne pour changer les choses? On va terminer par là. Monsieur Sango, je veux vous dire une chose. Quand moi j'étais en Indonésie, et même au Vietnam, vous savez qu'au Vietnam, il y a eu une guerre dans les années 60, début 70. Maintenant, le Vietnam, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Alors moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai des collègues qui travaillent là-bas et je leur demandais qu'est-ce que vous avez fait pour passer d'un pays qui était en guerre il y a quelques années à ce que vous êtes actuellement. Ils m'ont donné une théorie que j'ai toujours essayé d'expliquer à mes élèves à l'université. C'est qu'eux appellent la théorie des marges. Marges. Ça veut dire quoi? Ils disent, voilà Nestor, nous ici, nous avons connu ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire, il y a des grandes... Au long de l'histoire, il y a toujours eu des colonisateurs. Il y a toujours eu des grands pays. Au long de l'histoire, Rome, après la Grèce, l'Égypte, patati patata. On a actuellement les États-Unis, maintenant la Chine. Il y a toujours eu des grandes puissances au long de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils disent, voilà, nous aussi, nous avons été ici, les Américains étaient ici, et au lieu de nous plaindre, eux prenaient de notre richesse, imaginez-vous, 100. Ils prenaient de 100%, ils prenaient 80%. Ils laissaient chez nous 20%. Qu'est-ce qu'on a fait? Le marge qu'ils laissaient, c'est ça la théorie des marges. Le marge, le 20% qu'ils laissaient dans notre pays, ce qu'on a fait, c'est prendre ce 20% et bien gérer les 20%. Et c'est ce que parfois dans les pays africains on ne fait pas. C'est-à-dire nous savons qu'il y a des grandes sociétés européennes qui amènent de l'argent, ils font le foulement de l'argent, ils amènent. Mais ils laissent quand même quelque chose dans nos pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ce reste? Le marge, c'est ce qu'on appelle le marge. C'est la question. Moi, je parle souvent à l'université chez Cantadio par mes étudiants. Qu'est-ce qu'on fait avec les marges au Sénégal? Ça, c'est que nous devons nous poser la question. Ce marge, si on traite, si ce marge qui reste, le 20%, 30%, après que toutes les grandes compagnies étrangères ont amené l'argent, il y a un peu d'argent qui reste au pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les Vietnamites, ce qu'ils ont fait, c'est prendre ce marge et bien gérer ça pour développer leur pays. Pendant que dans d'autres pays, où moi j'ai vu par exemple, les 20%, probablement, on va se diviser entre 4-5. C'est ça la théorie des marges. Même si les Européens sont là pour nous développer, revenant sur votre question, ça va commencer par nous-mêmes. Le peu que nous avons, bien gérer le peu que nous avons. Et investir le peu que nous avons dans ce qui est important. Mais si on n'investit pas sur important, on se divise ce peu entre quelques familles, c'est parti. Donc, le développement du Congo, le développement de l'Afrique, du Sénégal, commence par nous-mêmes, par les Africains, par les Sénégalais et par les Congolais. Bien gérer le peu que nous avons. Et cela passe par l'amour au pays. Si on n'aime pas le pays, directement, ce qui reste dans la poche, et on fuit, on a des maisons en France, on a des maisons en Suisse. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, collègues suisses, ils me disent, voilà, il y a le ministre de tel pays qui est ici, il y a le ministre. Et ils me disent souvent, Nestor, ils n'ont pas de village pour aller passer leurs vacances. Parce que tous ces gens-là, tous les ministres espagnols, quand ils ont les vacances, ils partent au village. Vous avez vu Tshisekedi. Pendant que nous, la majorité, non seulement les ministres, les politiciens, les hommes d'affaires, quand ils ont des vacances, ils partent à Paris. Au lieu d'aller dans leur village. Alors, il m'avait dit ça. Tous nos hôtels sont occupés par les gens qui viennent de là avec leurs familles, les enfants, pour passer les vacances. Est-ce qu'ils n'ont pas de village pour aller passer les vacances avec leur grand-père, avec leurs familles? Pourquoi ils viennent ici? Moi, on m'a posé cette question. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi Tshisekedi depuis le début de son mandat, le président de la République. Dans 5 mois, on va organiser le scrutin. Tshisekedi pourra peut-être être reconduit ou il va laisser à une autre personne qui pourra gagner les élections. On saura le résultat après le scrutin du 20 décembre 2023. Quelle est votre lecture par rapport à la politique de Tshisekedi menée depuis le début de son mandat? En tout cas, comme j'ai dit avant, la politique intérieure du pays, vraiment, je la connais pas parce que je ne vis pas ici. Je suis venu juste pour 5 jours et je ne peux pas dire. Je sais que au moins,
il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire diriger un pays africain, ce n'est pas facile. Hein, j'avais une réunion avec un président africain, je ne vais pas dire le nom, et il me disait, Nestor, écoute, et les gens, ils me critiquent ceci, cela, ben, moi je leur dis, venez, un jour, on te donne, c'est la présidente de ce pays, c'est un pays du Sahel, on te laisse la présidente de ce pays, et il va commencer par où? Par la santé, par les routes, par l'enseignement, par où il va commencer. Donc ce n'est pas facile d'être président d'un pays comme le Congo ou d'un pays africain. Un dernier mot. Non, vraiment, félicitez votre programme, vous souhaitez beaucoup de chance et surtout souhaitez beaucoup de chance à notre pays et surtout dire que notre pays, c'est un grand pays, nous devons aimer notre pays, nous avons tous les atouts pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est très important, c'est de croire en nous-mêmes. Parce que moi je vois des étrangers qui viennent chez nous, ils font beaucoup d'argent. En un an, 2 ans, ils viennent sans rien dans la poche. Ils font des choses. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose? Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Donc, et surtout être excellent. Éviter d'être médiocre. Le monde est rempli de médiocres. Et nous devons faire un effort. Il faut se distinguer parmi les médiocres. Allez, ça n'est fini pour la première partie. Je rappelle que M. Nestor Ndongo était notre invité. Il est diplomate, je rappelle, espagnol, affecté dans 4 ambassades d'Espagne en Afrique occidentale, basées à Dakar. Petite salutation à notre belle sœur nationale, hein, l'espagnol, hein, que vous avez ramené ici. Oui. Vous avez dit que vous êtes accompagné de votre épouse. Oui, Sonia Algara. Ok. Et mes enfants, les 3 enfants. Ok. Vraiment. C'est quoi la salutation en Espagne encore? Saludos. 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 Et hola, c'est quoi? Hola, c'est salut. Hola. Oui. Ok, hola. Muy bien. Ça, muy bien, c'est bien. Muy bien, c'est bien. Muy bien, Oui. c'est bien, c'est bien. De nada? De rien. De rien. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un gracias. plaisir de partager le premier plateau. On va prendre une petite pause. On revient pour un débat. À tout de suite. Le chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a reçu dans son bureau de travail ce mardi 8 août 2023 le gouverneur de la province du Congo central, Guy Badou, pour une séance de travail consacrée à l'examen des recommandations de la mission d'encadrement de l'IGF auprès du gouvernement provincial du Congo central. En effet, l'IGF avait diligenté depuis 2022 une mission d'implémentation de la bonne gouvernance auprès du gouvernorat. Il y a un mois, l'IGF a décidé de mettre fin à cette mission au vu de résultats escomptés qui s'avèrent satisfaisants. Toutefois, l'IGF a formulé des recommandations au gouverneur de la province du Congo central pour maintenir l'élan de la bonne gouvernance déjà entamé. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que cet encadrement était dans cette province. Les résultats sont très satisfaisants et nous avions estimé qu'il était temps que la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances puisse rentrer à Kinshasa. À son tour, le gouverneur Guy Badou, un an après sa dernière visite, il était important de revenir vers l'inspecteur général de finances, chef de service, pour prendre de nouvelles recommandations sur la bonne gouvernance. Et donc pour moi, il était important de venir échanger avec l'inspecteur général pour avoir de nouvelles recommandations. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. On a parlé de beaucoup de choses, mais notamment encore du renforcement de la culture fiscale. Notamment sur toutes les personnes qui contractent avec la province, que ce soit les fournisseurs ou les prestataires des services. Il faut noter que les Congo central est la 3e province et que l'IGF vient de lever sa mission d'encadrement après le Lualaba et le Haut-Katanga. Suite au rapport de l'IGF sur les contrats chinois, précisément de ces 6 communes, l'observation des dépenses publiques par le biais de son président du conseil d'administration, Florimond Mouteba, est allé à la rencontre de l'inspecteur général de finances en chef, Jules Alinguete, afin de s'imprégner de la suite du dossier après la publication de ce rapport en février 2023. Et donc, suite à ces rapports qui ont créé quelques controverses, la société civile est intervenue. Nous sommes intervenus pour appuyer la démarche de l'IGF, qui allait dans le sens de défendre les intérêts de la nation fondamentaux du peuple congolais. Jules Alinguete rassure que les négociations sont en cours et évoluent bonnement. L'objectif est d'atterrir dans un contrat gagnant-gagnant. On donnait des instructions fermes aux 2 parties en négociation pour que les dites négociations se passent dans le cadre des amitiés entre les 2 pays et dans le cadre aussi d'un partenariat
gagnant-gagnant. En outre, il a ajouté que le dynamisme est au rendez-vous pour pouvoir aboutir aux résultats escomptés et que les Congolais vivront tous les bénéfices de ces négociations. La première des choses, quand les négociations vont se terminer, il y aura un avenant et cet avenant sera rendu public. Ça permettra à tous les Congolais de voir qu'est-ce qu'on a gagné dans ces négociations, qu'est-ce qu'on a rééquilibré. L'objectif aujourd'hui, c'est que les pays puissent être dotés des infrastructures. Tel était l'objectif d'ailleurs de cette convention qualifiée de contrat du siècle. Donc, pour la partie congolaise, le chef de l'État a donné des instructions pour que nous arrivions à cet objectif. Donc, il faudra qu'on améliore le niveau des infrastructures et que le financement des infrastructures soit palpable. Voilà, au fait, et puis rééquilibrer les responsabilités au sein de la gestion de cette société si commune. Rappelons que c'est depuis le 16 février dernier que l'inspection générale des finances a dénoncé un déséquilibre dans le contrat signé entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises dans la gestion de certaines ressources naturelles de la RDC. Une convention de collaboration qui avait été signée en 2008 et a donné lieu notamment à la création d'une entreprise commune sino-congolaise, SICOMINE.